En ce qui concerne la Moco Cadiz, c'est effectivement le plus grand sinistre de marée noire qu'ait connu la France. Cela a eu lieu le 16 mars 1978, il y a donc environ 40 ans. Mais cet immense sinistre, cette immense marée noire a laissé un souvenir terrible pour toute la population bretonne, pour tous les Bretons, et aussi en France. Un grand journal à grand tirage disait que c'était l'événement le plus important de l'année 1978. Il y a eu des petites marées noires en Bretagne en 1976, l'Olympique Bravery, le Belen, il y a eu l'affaire du Torrey Canyon en 1967, mais aucune de ces marées noires n'est comparable à celle de la Moco Cadiz. Rappelez-vous, environ 400 km de côtes polluées, c'est-à-dire un littoral absolument impraticable, des odeurs épouvantables de pétrole. J'étais moi-même en expertise à Cherbourg le lendemain, on sentait le pétrole de façon, si j'ose dire, lancinante et pratiquement, comment dirais-je, répétitif, si j'ose dire. Bon, bref, quand on va sur place, on est allé sur place quelques temps après, on avait l'impression d'un paysage de guerre. Il y avait des militaires, des camions, des engins sur les plages, partout. On avait l'impression de se trouver dans un temps extraordinaire ou sur une autre planète. Bref. Le problème qui s'est posé assez rapidement, c'était effectivement de mettre fin à ce genre de marée noire, qui était due à une négligence dans le transport maritime, et surtout de régler l'avenir. Alors, en ce qui concerne mettre fin à une situation qui n'était pas sûre, qui n'était pas sécuritaire au point de vue du transport, il faut se rappeler que la Moco Cadiz était un pétrolier de 220 000 tonnes, c'est-à-dire plusieurs centaines de mètres. 220 000 tonnes, il n'y en a pas beaucoup de plus gros. Il y a eu un exemplaire à 500 000 tonnes. Et on a appris par la suite que ce bateau avait été la propriété d'une compagnie libérienne, elle-même possédée par plusieurs sociétés américaines, un peu comme on dirait pour des poupées russes. C'était un système de transport du pétrole qui l'on a appelé les pavillons de complaisance. C'est-à-dire qu'à la suite de la fermeture du canal de Suez, les grandes compagnies pétrolières, notamment américaines, se sont lancées dans le transport. Elles n'étaient pas faites pour ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des bateaux à grand débit, à grand gabarit, en série, sont adressés aux chantiers les moins chers, les plus performants. C'est un chantier espagnol qui avait été choisi en l'espèce. Le bateau a été construit à Cadix. Et on faisait tourner le bateau. Il fallait faire tourner le bateau 24 heures sur 24, même s'il avait des fuites, même s'il avait des inconvénients. Il perdait 300 000 $ par jour si jamais il s'arrêtait. On va apprendre d'ailleurs que la Moco Cadiz était mal conçue, mal entretenue, mais on l'a appris que dans le procès de Chicago, dont on va parler dans quelques instants. Donc ces faits sont fondamentaux. On sait que le bateau, à 4 heures du matin, a une grave avarie de gouvernail, il ne peut plus se diriger, et un bateau sans gouvernail, c'est pire qu'une voiture sans volant. Et par la suite, le hasard a fait qu'il y avait un remorqueur qui a essayé de le tirer. Tout a cassé, toutes les amarres ont cassé, et le courant s'est renversé, et le bateau a été poussé par la côte, et le 16 mars au soir, effectivement, vers 21h, il atteignait ce qu'on appelle les rochers de Port-Salle. Ce qui est terrible d'ailleurs au passage, c'est que c'était les rochers les plus au nord de la Bretagne. Et que, à quelques mètres près, quelques dizaines de mètres près, il n'y aurait jamais eu d'affaire de marée noire de la Moco Cadiz. Enfin, bref, le gouvernement a fait ce qu'il a pu à ce moment-là, la vigilance a fonctionné, mais tout ça n'a arrangé personne, parce qu'il allait faire face à cette marée noire et au nettoyage, qui a duré pendant plusieurs mois. Les plages n'étaient pas tout à fait en état, même en juillet. Mars 78, juillet, c'était largement pas terminé. Puis on a appris d'ailleurs au passage qu'on mettait un peu le pétrole n'importe où et qu'on a retrouvé beaucoup de zones de stockage ces derniers temps. Enfin bref, on a fait le nécessaire, tout le monde s'est dévoué, mais catastrophe absolue pour les ostréiculteurs, catastrophe absolue pour les marins-pêcheurs, le tourisme, on n'en parle pas, les grandes collectivités publiques, toutes riveraines du Finistère et des côtes du Nord, à l'époque ça s'appelait les côtes du Nord, maintenant c'est les côtes d'Armor, jusqu'au-delà de Saint-Brieuc, ont été effectivement gravement atteintes.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là? On ne peut pas se contenter de pleurer, on doit effectivement agir. Et agir, comme je le disais, pour que ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un procès. Alors vous savez, un procès, il y a plusieurs choix possibles. Il y a le procès civil, le procès pénal, comme dans l'affaire de l'Erika, parce que ça pouvait fonctionner. On expliquera tout à l'heure que l'affaire d'Erika a pu fonctionner grâce à l'affaire de la Nabucco-Cadiz. Mais à l'époque, comment ça marchait? Eh bien, les propriétaires de navires avaient obtenu d'un organisme maritime international, l'Organisation mondiale du commerce international maritime, en abrégé ça s'appelle l'OMI d'ailleurs, et cette OMI avait monté une convention de 1969 qui disait voilà, eh bien, le pétrolier sera responsable à la hauteur de la valeur de la cargaison. Et dans l'affaire de la Nabucco-Cadiz, ça donnait 70 millions de francs à l'époque, hein, environ une bonne dizaine de millions d'euros. Vous imaginez, alors que les commissions d'enquête parlementaire disaient environ une centaine de millions d'euros, hein, près de 500 millions de francs de l'époque, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce qu'il y avait l'État, les collectivités, les 3000 personnes privées, les marins-pêcheurs, et l'État anglais aussi qui réclamait quelque chose, parce qu'il avait aidé à la lutte contre la marée noire. Autrement dit, vous ne pouvez rien faire du point de vue procès, sauf à démontrer la faute personnelle du navire. Mais vous auriez fait condamner qui? La société qui était propriétaire en titre du bateau, c'est-à-dire la société au nom duquel le bateau est immatriculé. Alors c'est une société libérienne. Vous allez saisir une plaque de cuivre, vous n'aurez jamais vos 70 millions de francs, même sans procès. Bien. Et dans ces conditions, il fallait imaginer quelque chose. Imaginer quelque chose était difficile. Pourquoi? Parce que c'est un peu technique, mais en France, il y avait déjà ce qu'on appelle une information pénale qui avait été ouverte à Brest. C'est-à-dire, il y a un vieux texte qui permettait, à l'époque c'était une contravention de polluer la mer, maintenant c'est un délit, mais il fallait ouvrir une information, instruire, et il fallait compter environ une dizaine ou 13 ans de procédure pénale. Et quand vous avez 10 ans ou 13 ans de procédure pénale, vous ne pouvez pas faire de procédure civile. Alors vous ajoutez 13 plus 13, ça fait 26. Et 26, si vous avez attrapé une société américaine, il faut recommencer aux États-Unis parce que les États-Unis ne reconnaissent pas le droit français. Donc quelle était l'idée qui était toute simple, il fallait la mettre en œuvre, attaquer aux États-Unis. Mais attaquer aux États-Unis, c'est-à-dire devant le tribunal du siège de la grande société propriétaire finale du navire et des sociétés intermédiaires, la société Standard Oil of Indiana, qui contrôlait la société Amoco. Amoco, ça veut dire American Oil Company, tout simplement. Et il est évident qu'il fallait se lancer dans une procédure longue et coûteuse, difficile. Premier choix à faire, choisir des avocats sur lesquels on a un contrôle, pas des avocats au pourcentage comme on voit aux États-Unis. Vous savez ce que c'est que les fameux pourcentages, c'est 44% pour l'avocat et le reste pour la victime. On aurait fait ça pour l'État français et pour les victimes bretonnes, on n'aurait eu même pas 50% des indemnités. Donc il y avait deux raisons. Il fallait prendre un avocat que l'on contrôlait, que l'on dirigeait, et un avocat qui réglait au tarif horaire qu'on pouvait effectivement essayer de contrôler. Tout ça a été très difficile, a été très compliqué. Il a fallu rassembler les gens. J'ai créé des comités de coordination de vigilance avec les élus du Finistère et de la Bretagne. C'était la ville de Brest qui m'avait choisi en premier. Et puis après ça, nous sommes allés avec Corinne Lepage au Conseil général des Côtes du Nord. La séance du 11 avril, je m'en souviens comme hier, nous étions tous les deux et nous avons accepté de commencer la défense. Nous avions d'ailleurs lancé une expertise sur toutes les côtes pour identifier le pétrole. Parce que vous savez, il y a toujours, quand il y a une marée noire, il y a les autres navires qui arrivent et puis qui dégazent. Mais heureusement, quand vous avez une expertise, le pétrole a une image et une signature. Donc il fallait montrer que les dégâts étaient vraiment le pétrole de la Nabucco-Cadiz. C'était important et ça nous permettait d'avoir des renseignements sur la partie adverse. Alors, bref, vous avez un instrument qui est créé, des associations, les maires, les communes, viennent derrière les commerçants, les ostréiculteurs, les marins-pêcheurs, ça fait tout ça une masse énorme à gérer, qu'il faut convaincre dans des assemblées générales. Et donc, ayant pris les meilleurs professeurs de droit à Paris et les meilleurs cabinets d'avocats qui nous semblaient avoir pignon sur rue en France, effectivement, nous avons lancé toute une série d'actions.
actions compliquées d'ailleurs, contre le chantier, contre le remorqueur, contre American Bureau of Shipping, c'est-à-dire le contrôleur des navires contrôlés par les Américains. C'est en fait un organisme de contrôle important, un peu comme vous diriez le Bureau Veritas en France. Et on a fait tout ça une attaque. Mais la partie adverse fait ce qu'on appelle une action en limitation de responsabilité. Alors on a eu, dans toutes ces procédures mélangées, un incident incroyable. C'est que l'État français disait aux Bretons, vous n'avez pas le droit de vous représenter en justice aux États-Unis en vertu de la doctrine. Alors je vais vous traduire ça, c'est du latin, c'est parens patriae, c'est-à-dire je suis le père de la patrie, c'est moi qui représente tous les citoyens, c'est moi qui représente les villes, et donc par conséquent, vous n'avez pas à vous représenter, vous n'avez qu'à me faire confiance. Faire confiance, mais les Bretons, dans l'affaire Torre Canyon, ils avaient touché 300 000 francs de l'époque, vous vous rendez compte? Et donc par conséquent, ils ne voulaient pas se laisser emprisonner. Donc, avec des professeurs de droit, et en particulier un grand professeur de droit qui était le doyen Vedel, qui était membre du Conseil constitutionnel, il est accepté immédiatement avec le professeur Paul Lagarde de nous aider dans cette procédure, et de nous aider à suivre ce dossier pour démontrer les responsabilités. Alors, nous démarrons à Chicago, qu'est-ce qui se passe? Il faut un jugement qui organise toutes les procédures, le tribunal fédéral de Chicago est déclaré compétent. Nous prenons une décision très importante, on refuse le jury. Parce que si vous aviez un jury aux États-Unis, ils sont très protecteurs, les jurys. Aux États-Unis, ils auraient peut-être hésité sur la responsabilité de la compagnie, puis sur les dommages, ils ne nous auraient rien donné. Rappelez-vous, à l'inverse, dans une autre marée noire qui a eu lieu en Alaska, eh bien là, c'était les Américains qui demandaient aux Américains. Et donc, il n'y avait pas de problème dans l'affaire de l'Alaska. Et nous, pour nous, pauvres Français, et qui savions d'ailleurs il y avait d'autres procès étrangers en environnement qui se cassaient aux États-Unis parce que les États-Unis sont conservateurs, nous avons tenté notre chance et nous avons démarré de force ce qu'on appelle les procédures de découverte. Un procès aux États-Unis comporte ce qu'on appelle des procédures de découverte. On pose des questions à la partie adverse, on demande des pièces, on fait la liste des témoins, on les auditionne et après ça, on remet tout ça en évidence devant le juge. Un procès comme ça suppose des investigations extraordinaires dans les hangars où sont stockées les pièces et où sont stockés les documents. Ça suppose des sommes d'argent considérables et surtout ça impliquait la division du procès en deux parties. Première partie, responsabilité, qui va durer de 1978 jusqu'à 1984. Et après ça, procès en dommages qui a duré de 84 à 87 devant le même juge qui a pris sa retraite d'ailleurs à ce moment-là. Et puis après ça, c'est monté devant la Cour fédérale de Chicago qui a rendu son arrêt en 1992. Voilà le calendrier. 14 ans de procédure à peu près. Mais il faut gagner toutes les étapes. Et gagner toutes les étapes, c'est gagner le procès en responsabilité. Or, dans cette affaire-là, vous aviez deux problèmes. Premièrement, il fallait effectivement trouver la cause première du sinistre. Et grâce à ce qu'on appelle la procédure de découverte, discovery en anglais, nos collaborateurs ont trouvé dans les pièces du dossier les modes de consommation et les quantités de consommation du navire en liquide hydraulique. Je vais prendre une image pour me faire comprendre, c'est qu'on a trouvé des chiffres qui donnaient, par exemple, qu'une 2 chevaux devait pouvoir consommer 30 litres d'huile par jour. Bon, ça veut dire que deux choses, soit qu'il y a des fuites ou soit l'appareil est mal conçu. Les fuites étaient certains, et on a appris par la suite dans le détail les raisons de l'accident, c'est que les marins italiens prenaient à l'appel dans le local de l'appareil à gouverner l'huile et le remettaient dans soi-disant un filtre, dans un réservoir, mais malheureusement ils ont envoyé dans le réservoir des chiffons qui ont bloqué l'appareil à gouverner qui a explosé. Donc, défaut d'entretien, défaut de conception. Très bien, vous avez la cause, mais vous avez un deuxième problème. Qui va payer ? Est-ce que c'est la petite société libérienne, la société américaine qui n'a pas beaucoup de capital, ou la société maison-mère qui est une des 7 sœurs américaines ? Jolie question. Il faut un solvable, il faut que quelqu'un paye. Et toute la force du procès à Moko Cadiz, dans sa première partie, c'était effectivement de démontrer la responsabilité de la maison-mère pour les filiales. Le juge a été très clair là-dessus, il a dit les plans de la Moko Cadiz ont été construits à Chicago, dans le Standard Oil Building. Donc, par conséquent, la direction était au courant. Et si la direction est au courant, elle est appliquée. Donc, nous allons, le 17 avril 1984, emporter un triomphe total. L'État français n'est pas mis en cause pour ses faiblesses.
Le remorqueur n'est pas déclaré responsable. Le chantier espagnol, c'est une autre affaire. Mais en tout cas, la Standard Oil est condamnée à payer des dommages et intérêts qui doivent être établis par voie de justice. Je vous rappelle que la deuxième partie, c'était 84-87. On va recommencer en 87 la procédure de découverte. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est plus nous qui bénéficions de la procédure de découverte d'aller chercher chez les autres. C'est les autres qui ont le droit de chercher chez nous. Toutes les pièces du dossier. On a fait amener par camion toutes les délibérations des conseils municipaux, toutes les archives de tous les syndicats, les archives de tous les particuliers. On défendait 845 marins-pêcheurs, j'ai encore le chiffre, des milliers de commerçants. Il fallait faire un travail absolument extraordinaire de production de documents. Mais une fois que vous avez la production de ces documents, qu'est-ce que fait la partie adverse? Vous avez vu ça dans des films, on voit ça très bien dans des films comme Verdict avec Paul Newman. Il y a des interrogatoires. Les interrogatoires, ça s'appelle des cross-examinations. Et si vous n'êtes pas un témoin des faits, vous ne pouvez pas déposer. Et tactiquement, si j'ose dire, les élus bretons qui n'avaient pas été réélus après les élections de 83 ne pouvaient pas venir déposer. Parce qu'ils n'étaient pas, ceux qui étaient nouvellement élus, qui n'avaient pas vu les faits, pouvaient pas. Alors, il a fallu monter à tout un système particulier, de faire venir les secrétaires généraux, faire venir les gens qui étaient présents. Ce sont des voyages qu'il a fallu organiser. Je n'étais pas présent pour les accueillir dans la deuxième partie du procès, j'étais très présent dans la première partie. Le syndicat intercommunal qui a été créé pour gouverner tout ça a pris des permanents pour s'occuper des témoins. Mais pendant ce temps-là, on ne s'occupait pas vraiment des avocats, puisqu'ils nous renvoyaient des éléments, et les avocats étaient très sujets aux critiques, si j'ose dire, de la partie adverse, qui était capable de dire « mais vous demandez réparation d'un chemin ». Mais ce chemin, il a été réparé déjà, il n'a pas été réparé, il est en mauvais état depuis des années, regardez, il y a des réclamations. Je vous prends cet exemple-là. Donc par conséquent, ce qui a été terrible dans l'affaire Nabucco Cadiz, dans la deuxième partie, c'est que les indemnités étaient très faibles. On a gagné simplement, à l'époque, un peu plus de 10 millions d'euros, à peu de choses près, 70 millions de francs de l'époque. Ça couvrait les frais des avocats américains. Donc par conséquent, un grand désarroi. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, malgré tout, il y avait une doctrine qui était terrible, qui n'avait pas évolué. On ne réparait, tenez-vous bien, que les dommages causés par la présence physique du pétrole. Si la présence physique du pétrole, si vous avez mis la main dedans, que le pétrole vous envahit, vous êtes réparé. Mais alors ça enlève tout le préjudice économique, ça enlève le préjudice écologique. Parce que si les touristes ne viennent pas, c'est pas parce qu'il y a du pétrole dans la salle à manger, c'est qu'il n'y a pas de plage et que pratiquement il n'y a aucune raison d'y circuler et d'y venir. Alors, d'une certaine façon, on est tombé sur un juge qui était très réactionnaire sur cette question-là. Autant il avait été assez libéral, la première partie, il avait été au fond des choses, mais pratiquement, la force d'attaque de nos avocats américains n'a pas été la meilleure dans la deuxième partie. Alors on a fait appel, on a repris des documents, et là, quand même, miracle, si j'ose dire, grâce aux efforts qui ont été faits par les mêmes avocats américains, les efforts de doctrine, de droit, on a réussi à obtenir un appel environ 250 millions d'euros, enfin de francs, pardon, c'est-à-dire une bonne centaine de millions je peux plus, non, je dis des bêtises, c'est environ, l'État français et nous, c'était 220 millions d'euros, 1 milliard de francs pour l'État et 220 millions de francs pour nous. En gros, ça couvrait parfaitement les frais du procès. Alors, qu'est-ce qui est important dans tout ça? Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est que, pratiquement, faire déclarer de l'étranger une société américaine responsable, ça ne se fait pas si facilement. Elle se protège. Et tous les autres procès, Bhopal, ont échoué. Premier résultat, quand même celui-là. Deuxième résultat, très important, responsabilité des maisons mères pour les filiales. On a imité un petit peu ça en France, on a après ça tiré parti, on a changé le code pénal dans ce sens-là, on a mis la responsabilité des personnes morales à côté de la responsabilité des personnes physiques. C'est évident que c'est inspiré de Nabucco Cadiz. Aux États-Unis, la jurisprudence Amoco de la Cour d'appel a fait jurisprudence, comme on dit, c'est-à-dire a fait un précédent. Donc on a changé la liste et la ligne des responsabilités, ce que j'appelle la ligne verticale des responsabilités. On remonte vers le solvable, la personne qui a manigancé ou manipulé ou monté effectivement l'opération économique qui permet le transport du pétrole par des bateaux qui ne sont pas totalement sûrs. Et alors, pardon, deuxième chose,
faire indemniser le temps passé par les fonctionnaires. C'était pas évident. Que la partie adverse disait, mais attendez, les fonctionnaires, vous les payez de toute façon, qu'ils fassent ça ou autre chose, c'est pareil. Non, attention, usage anormal du service public offert par la fonction publique. Ce qui ne se retrouve pas toujours partout d'ailleurs. Aux États-Unis, c'était pas le cas. Et on a fait jurisprudence contre la jurisprudence des États-Unis. Puis la troisième chose qui est la plus importante, c'est la manifestation. Parce qu'on ne peut rien faire sans ça, la manifestation de solidarité des Bretons pour tenir le coup pendant un procès de 14 ans. Ils voulaient faire jurisprudence. Ils voulaient que ce soit leur décision et qu'ils se fassent reconnaître en tant que tels à côté de l'État français. L'État français, en fait, a été puissamment aidé, effectivement, par la stratégie des Bretons, qui étaient les vraies victimes directes. Je pense que c'est quelque chose qui est important. L'État a eu satisfaction et nous avons effectivement contribué à cette satisfaction, parce que nous avons quand même été unis, même si on n'a pas été toujours pendant le cours du procès. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant ? Ça donne effectivement des beaux souvenirs, mais ça donne le fait que ça a changé le droit. Et vous avez bien vu que, finalement, dans l'affaire Total, l'affaire de l'Erika, c'est pas les sociétés intermédiaires, c'est la maison mère qui est condamnée. Ça, c'est très important. Et grâce aux efforts de Corinne Lepage, qui m'a accompagné dans l'affaire Nabucco-Cadiz et que j'ai accompagné dans l'affaire de l'Erika, on a une ligne de responsabilité principale, on a fait juger le dommage écologique. Et les communes ont obtenu, en plus des indemnités de remboursement de leurs frais, des dommages écologiques conséquents pour plus de 100 millions d'euros, environ 400 000 euros par commune. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Donc on a à terme changé le droit, changé les responsabilités, empêché ces pavillons de complaisance et empêché de mettre des bateaux de seconde zone, si j'ose dire, sur le trafic maritime dangereux qu'est le transport par les hydrocarbures. C'est un exploit incontestable et qui a bouleversé le droit de l'environnement de façon, me semble-t-il, définitive.